l'architecte souhaite trouver le plus court chemin possible entre deux villes, par exemple A et B. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Étant donné une carte routière indiquant la longueur de chaque portion de route, donc comment peut-il déterminer l'itinéraire le plus court entre A et B? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va énumérer tous les itinéraires allant de A à B. Donc, il va voir quels sont les itinéraires qui passent de A à B. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer la longueur de chaque itinéraire. Donc, puis, il va choisir le plus court ou bien s'il va choisir le plus long, par exemple. Je ne sais pas. Donc, en général, on cherche le plus court. OK? Donc, le but de ce chapitre est comment résoudre efficacement ce type de problème. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut dans ce chapitre-là? On veut trouver les chemins optimaux plutôt, entre deux villes, par exemple, deux points, etc. OK? Donc, allez, comment on va commencer? Donc, on va commencer dans un problème de plus court chemin. On a toujours un graphe toujours orienté. Et on a toujours une fonction de pondération. Donc, on a toujours un graphe valué, comme on l'a appelé, ou la pondéré. Donc, chaque arc, ou chaque arête a un poids. Donc, les poids des arcs peuvent mesurer, dans ce chapitre, les poids des arcs peuvent mesurer une distance, une durée, un coût, une finalité, une perte, etc. Ou bien toute autre quantité qui s'accumule linéairement le long d'un chemin et qu'il faut la minimiser. Donc, on peut avoir une distance, on peut avoir une durée, un coût, une finalité. C'est-à-dire si on passe par exemple d'une ville à une ville, on va par exemple payer une somme de taxes, donc ça sera une finalité, ou là ça sera un coût à payer, etc. Donc le poids WP, donc on a déjà vu ça, d'un chemin P est la somme des poids de chaque arc, de chaque chaque arc de ce chemin. Donc on va définir le poids du plus court chemin entre deux sommets UV, la distance delta, petit delta UV, c'est le minimum des poids d'un chemin allant de U vers V, s'il existe un chemin de U à V. Sinon, on va donner l'infini pour dire qu'il n'y a pas un chemin qui mène de U à V. OK? Donc, on cherche le minimum delta, le poids le plus court chemin entre U et V. Ça sera le minimum de tous les chemins allant de U à V, s'il existe bien sûr un chemin de U à V. S'il n'existe pas un chemin de U à V, on va le représenter par l'infini. OK? On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a des gens qui veulent en côté. Allez, très bien. Quelques remarques. L'algorithme de parcours en largeur qu'on a vu au chapitre 2 recherche les plus courts chemins pour lesquels les arcs ont le même poids. C'est des poids unitaires. Donc, si vous vous souvenez, on a utilisé un parcours en largeur. Et ce parcours en largeur donne le plus court chemin pour lesquels les arcs avaient un seul poids, c'est-à-dire le poids unitaire. C'est-à-dire chaque arc, chaque arête avait le poids, une pondération de 1. Okay? Dans ce chapitre, maintenant, les plus courts chemins sont exprimés non pas en fonction du nombre d'arcs, comme on l'a vu dans le chapitre 2, mais en fonction des poids des arcs. Dans ce chapitre-là, on va voir que les poids des arcs peuvent être positifs, négatifs, et sûrement, ils n'ont pas le même poids. Donc, dans ce chapitre aussi, trouver un plus court chemin à partir d'un sommet. Donc, dans ce chapitre-là, on va fixer un point de départ, un sommet de départ, et on va voir quels sont les plus courts chemins qui commencent de ce sommet-là et qui va vers tous les autres sommets. OK? Ce sera la première partie. La deuxième partie, on va voir autre chose. Les algorithmes de recherche dans ce chapitre-là, qui recherchent les chemins optimaux, s'appuient généralement sur la propriété suivante. Les sous-chemins des plus courts chemins sont des plus courts chemins. Donc, lorsqu'on va prendre un chemin optimal,
Les sous-chemins sont des chemins optimaux aussi. OK? On va définir aussi les arcs négatifs et les circuits absorbants. Donc, je vais accepter déjà un. Donc, quelques définitions très rapides qu'on va utiliser. Donc, comme vous voyez ici à gauche, la figure qui est à gauche. Donc, on peut avoir dans ce chapitre-là des arcs qui ont des poids négatifs. Donc, comme vous voyez ici, de H à G, j'ai un chemin de H à G, un arc, qui est valué de -6. OK, -3, -4, etc. OK? Et on définit aussi un circuit absorbant. C'est quoi un circuit absorbant? Un circuit absorbant, c'est la somme des poids de ce circuit, elle est inférieure à 0. OK? Donc, comme vous voyez ici, on a entre E, F, H et G, on a un circuit. Donc, si je commence de H, donc je peux aller de H vers G, de G vers E, de E vers F, et de F, je peux revenir à H. La même chose pour les autres parce que c'est un circuit. Donc, si je vais faire la somme des poids de ce circuit-là, donc je vais trouver la somme qui est inférieure à 0, donc -1 qui est inférieur. Donc, on va appeler ce circuit-là circuit absorbant. On a à côté en bleu, comme vous voyez ici, un circuit, mais qui n'est pas absorbant. Pourquoi? Parce que la somme des poids n'est pas inférieure à 0. 1 moins 2, c'est -1, -1 plus 3, c'est 2. Donc, 2, il est supérieur à 0. C'est un circuit, mais il n'est pas absorbant. Donc, la notion de circuit absorbant, il y a deux choses. Un circuit déjà. Deuxième chose, lorsque je somme les poids de ce circuit-là, je vais trouver la somme qui est inférieure à 0. Donc, si la somme est inférieure à 0, donc on parle de circuit absorbant. Circuit absorbant et distance. Si un graphe G ne contient aucun circuit absorbant inférieur à 0, accessible à partir d'une origine S, alors pour tout sommet V appartenant à X, le poids du plus court chemin reste toujours bien défini. Donc, si on a un graphe qui ne possède pas plutôt des circuits absorbants et qui passe par ce circuit-là, la distance, le chemin de plus court chemin, reste toujours défini. Si G contient un circuit absorbant sur un chemin de S à B, on définit sa distance par moins l'infini. Donc, comme vous voyez ici sur cet exemple-là, donc on a un graphe qui n'est pas connexe. Vous voyez, il est sur deux représentations. Il n'y a pas de lien entre cette partie-là et cette partie-là. Donc, de S vers A, regardez, de S vers A, donc la distance de S vers A est égale au poids de cet arc-là. Donc, est égale au WSA. Le W, c'est le poids. Très bien. On passe au deuxième. SB, donc de S vers B. Donc, la distance de S à B, c'est aller de S vers A, et de A vers B. Donc, de S vers A à B, donc la distance de S à B est égale à la somme des deux poids. De S vers A, c'est plus 3, plus la distance de A à B, c'est le coût, il est de -4. Donc, la distance, elle est de -1. On parle de distance, mais on a dit tout à l'heure, ça pourrait être une pénalité, ça pourrait être un coût, ça pourrait être tout qu'on peut avoir des choses qui s'accumulent linéairement. OK? Allez, on continue. La distance entre S et C. SC. Donc, SC, donc comme on voit ici, de C à D, il y a un circuit. Donc, on peut faire SC, C, D, Monsieur, C. Oui. monsieur, j'ai pas compris le dernier point à l'infini. Alors, Oui. si G contient un circuit absorbant sur un chemin de S, on va revenir, hein, parce que on l'a introduit, on va voir juste l'exemple après. Donc, si G contient un circuit absorbant sur un chemin de S à B, on définit la distance. On revient dessus. Donc, on est en train de définir un des poids à demain. Je vais répondre à cette question juste après. Donc, on continue si tu vas comprendre. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, la distance entre S et C.
Donc, puisqu'il y a ici un circuit, regardez, je peux aller de C à D et de D à C. Donc, S à C, je peux aller S à C, comme je peux faire S, C, S, C, C, D et D, C. Donc, j'ai toujours fait SC. Ou bien, je peux faire SC, CD, DC, CD et DC, etc. Parce que c'est un circuit. Donc, je vais toujours aller de S vers C. Donc, le circuit CDC, CDC est de longueur plus 3. 6 moins 3, c'est 3. Donc, supérieur à 0. Le plus court chemin de S vers C est de 5. Donc, à l'UNA, lorsqu'on a un circuit comme ça, et la somme de ce circuit-là, la somme des arcs de ce circuit-là, elle est supérieure à 0, la distance entre S et C, ça reste toujours le poids de S vers C. On continue. De S vers D. Donc, la même chose, il n'y a aucun problème, c'est le même principe que celui-là. Donc, on peut faire SCD, SCD, etc. Donc, ça sera la somme entre le poids SC et CD. Donc, 5 et 6, ça sera 11. On continue. SE. Allez, on maintenant commence pour répondre à votre question, monsieur. Là, c'est le but de votre question. Donc, entre S et E. Donc, puisqu'il y a ici un circuit, donc entre EF, il y a un circuit, et ce circuit-là, il est absorbant. Pourquoi? La somme de 3 moins 6, c'est moins 3. Donc, à l'ONA, on nous en dit que la distance entre Donc, la distance entre S et E, on peut faire SE, FE, ou bien SE, FE, FE, etc., puisque c'est un circuit. Le circuit EFE est absorbant. En parcourant plusieurs fois le circuit de poids négatifs, on peut trouver des chemins entre S et E avec un poids infini. Donc, c'est-à-dire lorsque je vais faire de S à E, à chaque fois que je passe par ce circuit-là, on diminue le poids de notre distance. Donc, si je le fais infiniment, donc je vais tomber sur l'infini. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la distance entre S et E, elle est égale à moins l'infini. Est-ce que c'est clair, monsieur? Oui, monsieur, merci. Donc, lorsqu'on a un circuit absorbant et la distance entre S et le point de départ de ce circuit absorbant, donc la distance, elle est de moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'on peut faire S, E, F, E. On peut faire FE, 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 F à l'infini. Donc, puisque c'est un circuit absorbant, donc cette façon de faire les choses peut tendre vers moins l'infini. On continue. Entre S et G, et bien sûr, je ne l'ai pas dit, donc la distance entre S et E, elle est égale à la distance entre S et F, et les deux sont à l'infini. Donc, c'est pour ça que j'ai mis, à chaque fois, j'ai mis à l'infini intérieur. Je continue. La distance entre S et G maintenant. S et G. Donc, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, etc. Comme G est accessible à partir de F, donc on peut passer par le circuit absorbant. De même, la distance entre S et G, on va la mettre à moins l'infini. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Monsieur, Oui. le fait يكون absorbant نقدروا نديرو شحال من parcours في هذاك لو سيكل. كيفاش؟ ما سمعتش مليح. Le fait اللي يكون absorbant نقدروا نديرو شحال من parcours في هذاك لو سيكل تاعنا. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'on peut rentrer à l'intérieur, on peut ne pas sortir du tout parce que ça tend vers moins l'infini. Par contre, là, non. Lorsque je rentre ici, je vais faire 7, 6 moins 3, ça sera 3.
etc. Donc, 3, etc. On va tendre vers 0, donc il n'y a pas de problème. Par contre, ici, on trouvera toujours quelque chose qui est moins infini à la fin. D'accord, OK? merci. Oui. Allez, on continue. Les sommets H, donc on avait dit tout à l'heure, ce graphe-là n'est pas connexe. Les sommets H, I et J forment un circuit. Donc, on a un circuit. 2 plus 3, c'est 5. 5 moins 8, c'est moins 3. Donc, on a un circuit absorbant. Forme un circuit qui est inférieur à 0. Ils ne sont pas accessibles depuis S. Donc, on ne peut pas, à partir de S, on ne peut pas accéder ni à H, ni à I, ni à J. Donc, la distance entre S et H, S, I, S, J, ça sera plus l'infini. Moins l'infini, mais plus l'infini, parce qu'on a dit tout à l'heure, souvenez-vous, on a dit s'il n'existe pas un chemin entre U et V, donc on va mettre plus l'infini. Ok, c'est bon? Donc on a mis les bases de ce chapitre-là, donc maintenant on peut passer à autre chose. Donc, remarque, certains algorithmes de plus court chemin, qui cherchent le plus court chemin, tels que Discatra, on va le voir tout à l'heure, n'acceptent pas que le graphe possède des poids négatifs. On va voir tout à l'heure cet algorithme-là. Lorsqu'on lui fournit un graphe, donc la première condition, il faut que le graphe ne possède pas un circuit absorbant. Par contre, il y a d'autres algorithmes, comme on va le voir tout à l'heure aussi, Bellman-Ford, il n'a pas de problème avec les circuits absorbants. Par contre, il va détecter qu'il y a un circuit absorbant. OK. Les circuits, on a vu qu'on ne peut pas avoir un circuit de poids négatif dans un plus court chemin, parce que ça tend toujours vers l'infini. Question, est-ce qu'on peut, un plus court chemin peut-il contenir un circuit de poids positif? Donc, est-ce que dans un chemin optimal, dans un plus court chemin, on peut avoir un circuit positif? Donc, la réponse, en supprimant le circuit de chemin initial, on obtient un chemin de même origine et de même destination et de poids inférieur. Donc, comme c'est montré ici. Donc, supposons qu'on a un chemin de V0 jusqu'à K. Un chemin, c'est un chemin, et C, c'est un circuit. Donc, VI, c'est I plus 1 jusqu'à VJ. Bien sûr, VJ est égal à VI. Un circuit de VI est égal à VJ. Bien sûr, on a dit le poids supérieur à 0. Donc, le chemin sont le circuit, P'. Donc, on va prendre ce P-là et on va lui enlever le circuit. Donc, si on va lui enlever le circuit, est-ce que vous êtes d'accord que le poids de P', il sera égal au poids de P moins le poids du circuit. Donc, ça sera toujours inférieur à P, à WP. Et donc, P ne peut pas être un plus court chemin entre V0 et V4. Donc, on ne peut pas avoir un chemin optimal auquel il passe par un circuit positif, bien sûr. Donc, c'est pas possible. Okay? Parce que si on prend le chemin et on va lui enlever le circuit, donc on va trouver un autre chemin et 2 poids inférieurs. Donc, s'il y a 2 poids inférieurs, donc il est inférieur au poids du premier. Donc, on ne peut pas avoir un chemin optimal qui passe par un circuit positif. OK. On nous a dit, donc les chemins qu'on va trouver optimaux, ça sera toujours des graphes. Monsieur, oui. j'ai pas compris. T'as pas compris quoi? Comment il peut pas trouver un chemin optimal? Regarde, on va revenir ici. La question, est-ce qu'on peut avoir, est-ce que un plus court chemin enfin, de sommet peut-il contenir un circuit positif? On a un circuit, on a un chemin de V0 avec. Donc, on va dire qu'il est optimal. Par hypothèse, il est optimal, de V0 jusqu'à V. Et il va contenir un circuit. Donc, on suppose que ce chemin-là, il est optimal entre V0 et VK. Il contient le circuit de V0 jusqu'à VJ. Et bien sûr, VI est égal à VI est égal à VJ. Un circuit de poids supérieur à 0. On va prendre le P'. On va prendre ce P et on va lui enlever le circuit. Donc, le P
Donc, toujours, il va de V0 jusqu'à VK. Regardez, il va de V0 jusqu'à VK, auquel on a enlevé de ce chemin-là le circuit. Donc, il y a un chemin maintenant entre V0 et VK qui n'a pas ce circuit-là positif. Donc, le poids de ce P', le chemin qui mène de V0 à VK, est égal au poids du P moins soustraction du poids du circuit. Donc, sûrement, on va avoir le P', WP', il est inférieur au WP. Donc, l'hypothèse P, c'est un chemin optimal qui contient un circuit, elle était fausse. Donc, on ne peut pas avoir un chemin optimal qui passe par un circuit positif. C'est clair, monsieur? Oui, monsieur, merci. Très bien. Les chemins optimaux qu'on va trouver, c'est toujours des arbres entre un sommet et un autre. Et on nous a dit deux arbres et on a la même racine. Donc, on peut avoir des chemins optimaux de différentes façons. Par exemple, ici, regardez cet arbre-là, ce graphe-là. On peut avoir des chemins optimaux entre le sommet de départ S et n'importe quel sommet avec deux arbres différents. Regardez. Donc, on peut avoir, je peux aller par exemple, du sommet S vers le sommet X en passant par, regardez, passant par T. 3 plus 6. Par contre, dans le deuxième arbre, je peux utiliser une autre façon. Regardez, je passe de S à T, de T à Y, donc 3 plus 2, c'est 5. 5 plus 4, c'est 9. Donc, c'est exactement le même poids que tout à l'heure. Ici, on a fait ST, TX. Donc, 3 plus 6, c'est 9. Ici, non, je vais faire ST, c'est 3. TY, c'est 5. 3 plus 2, 5. Et de Y vers X4, ça sera 9. Donc, deux arbres ayant la même racine S, des plus courts chemins pour le même graphe G. Allez, une notion très importante qu'on va utiliser dans presque tous les algorithmes qu'on va voir tout à l'heure, la notion de relâchement. Donc, les algorithmes de ce chapitre emploient la technique de relâchement. Pour chaque sommet V appartenant à X, on utilise un attribut V.D, comme on l'a utilisé dans les parcours en largeur et les parcours en profondeur, surtout en profondeur. Donc, on va utiliser un attribut V.D qui représente une estimation du plus court chemin. Le processus de relâchement est donné par ce bout de code. Très simple. Regardez, relâchement entre UV. Si l'attribut V.D est supérieur à l'attribut U.D plus le poids entre U et V, alors on va faire un relâchement, ou bien on va faire une mise à jour de VD, l'attribut VD, par UD plus le poids de U vers V. Le poids entre V et bien sûr, le parent de V, ça sera U. Donc, ce bout de code, on peut le représenter par cette graphe. Si on peut améliorer le plus court chemin vers V, passant par le sommet U, alors on met à jour l'attribut VD. Regardez ce petit chemin. Donc, supposons qu'on a la situation suivante. On a déjà mis à jour le sommet V par la distance qui vient de T, du sommet T. Donc, le parent de V, c'est T, comme vous voyez ici, V point par est égal à T. Donc, le chemin, c'est pour ça que je l'ai représenté par cette flèche-là. Maintenant, je suis en train d'explorer un autre chemin qui vient de U. Donc, U de D est égal à 2, la distance est égale à 2, et V de D jusqu'à présent est égal à 10. Donc, on va utiliser ce bout de code. Est-ce que V de D, elle est supérieure à U de D plus W de D? Est-ce que 10, elle est supérieure à 2 plus 3? Oui, on est dans ce cas-là. Donc, si V de D est à 10,
est-ce qu'elle est supérieure à U de D اللي هي 2 plus WUV اللي هي 3. Oui, on est dans ce cas-là. 10, elle est supérieure à 5. Donc, on a dit V de D, je vais mettre à jour ce 10-là, V de D, par U de D, il y a 2, plus là, le poids entre V et UV. Ça sera 5. 2 plus 3, c'est 5. Donc, je vais mettre à jour le 10 par 5, V de D est égal à 5, et je vais mettre à jour le parent de V maintenant, c'est pas le T, mais ça sera U. Donc, je vais mettre le parent de V, ça sera U. Est-ce que vous avez compris cette notion-là? Donc, lorsqu'on passe par un sommet, donc on va voir tous les poids possibles. S'il y a l'attribut d'un sommet qu'on veut mettre à jour, si l'attribut UD, c'est-à-dire la station auquel on est parti pour arriver à VD, si cette station, l'attribut de cette station, plus le poids entre ces deux sommets, elle est inférieure au sommet, l'attribut de sommet VD, alors on va mettre à jour l'attribut VD de la destination par cette formule-là et le parent de ce sommet-là. C'est tout. Allez, on va voir maintenant le premier algorithme. Donc, le plus court chemin à origine unique. Lorsqu'on dit à origine unique, c'est-à-dire on va commencer par un sommet qui est bien défini. Et on veut voir toutes les distances possibles à partir de ce sommet unique. Donc, algorithme de Bellman-Ford. Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qu'on a pour utiliser cet algorithme-là? Donc, on a un graphe pondéré représenté par une liste d'adjacences. On a vu chapitre 1, c'est quoi une liste d'adjacences? Les arcs peuvent avoir des points négatifs, donc on n'a pas de problème. On peut avoir des points négatifs, des points positifs, il n'y a pas de problème. On va chercher les plus courts chemins à origine unique, c'est-à-dire on va fixer un sommet de départ et on va chercher tous les chemins optimaux qui démarrent de ce sommet-là vers tous les autres sommets. Qu'est-ce qu'on a comme retour? Donc, cet algorithme retourne une valeur booléenne indiquant s'il existe ou non un circuit absorbant accessible depuis le sommet unique. Donc, il va chercher les chemins optimaux et bien, et encore, il va nous indiquer s'il existe ou non un circuit absorbant. S'il existe un circuit absorbant, donc c'est pas la peine, on va pas. Le résultat de cet algorithme n'est pas conforme, n'est pas logique. Parce qu'on a dit tout à l'heure, si un chemin passe par un circuit absorbant, donc ça sera du n'importe quoi la peine. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Le sous-graphe des prédécesseurs, les parents de chaque sommet, les plus courts chemins, est un arbre ayant comme racine l'origine. Donc, l'algorithme de Bellman-Ford, très simple, il n'est pas difficile du tout. Donc, on a une phase d'initialisation. Pour chaque sommet V appartenant à X, on va mettre l'attribut V.D à l'infini. Et on va mettre, bien sûr, le parent de chaque sommet en nil. Nil, c'est-à-dire, on n'a pas encore détecté le parent de ce sommet-là. Et bien sûr, le sommet de départ, on va mettre sa distance, S.D est égal à 0 pour le sommet unique. Donc là, c'est une phase d'initialisation. La phase de relâchement, ce qu'on a vu tout à l'heure, le dessin qu'on a vu tout à l'heure, et l'algorithme de Bellman, il est comme ça. Regardez, on a en entrée le graphe G et le point de départ, le sommet de départ. La première chose, on va appeler l'accent paramétré init, qui va initialiser tous les sommets par la distance d'un infini et le parent en i. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Pour i allant de 1 jusqu'à le nombre de sommets moins 1, faire quoi? Pour chaque arc appartenant à U, on fait appel à l'accent paramétré relâchement. C'est tout. Très, très simple. Lorsqu'on termine tout ça, pour chaque arc de U à V appartenant à U, si l'attribut VD il est supérieur à UD plus W,
le poids entre UV, donc retournez faux. Sinon, dans notre cas, retournez vrai pour dire qu'il n'y a aucun circuit absorbant. Donc, si on retourne faux, donc il existe un circuit absorbant. Si on retourne en vrai, donc là, le graphe ne possède pas un sommet absorbant. Donc, récapitulons très simple, rapidement. Donc, Bellman-Ford, on lui donne un graphe G, le point de départ, le sommet de départ. Il va faire appel à init. Donc, l'action paramétrique init, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour chaque sommet, elle va initialiser la distance à l'infini, parce qu'on n'a pas encore commencé à trouver les distances. Et le parent de chaque sommet, il est un nil, parce qu'on n'a pas encore détecté quel est le parent de chaque sommet. Et bien sûr, la distance du sommet de départ est égale à 0. C'est bon, on a terminé avec la phase d'initialisation. On a deux petites boucles très simples. Pour i allant de 1 jusqu'à la taille, jusqu'à le nombre de sommets moins 1, faire quoi? Chaque arc qui appartient à U, on fait appel à relâchement. Donc, on fait appel à relâchement entre UV et on va utiliser la condition suivante. Si VD elle est supérieure à UD plus WD, alors mettre à jour VD par UD plus le poids entre UV et mettre à jour le parent de V par U. C'est bon, on a terminé ces boucles-là. On sort avec, pour chaque arc, on va vérifier, est-ce que cette condition est vérifiée? Si la condition elle est supérieure, VD elle est supérieure à UD plus WUD, donc on retourne faux pour dire il y a un circuit absorbant. Sinon, on va retourner un vrai pour dire qu'il n'y a pas un circuit absorbant. Ok, c'est bon? Allez, on va utiliser cet algorithme-là très simple. Regardez, on a ce graphe-là, qui contient les sommets A, B, C, D, E, F. On a les poids, comme vous le voyez ici, positifs, négatifs, etc. On a un sommet de départ qu'on va commencer. J'ai commencé par quel sommet? Je pense que je vais commencer par le F. Donc sa distance elle est à 0 et les autres ils sont à l'infini. J'ai pas mis le nil, donc vous allez voir le nil. Donc il est à nil. Chaque sommet il est à nil. Et à chaque fois je vais mettre à jour les parents d'un sommet, je vais le représenter par une flèche. Donc, première itération, donc on a dit, pour i allant de 1 jusqu'à là, la taille le nombre de sommets moins 1. Donc, on a combien de sommets? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va faire 5 fois l'itération des boucles qu'on a vues tout à l'heure. Donc, je vais commencer par cet ordre-là. Donc, je vais faire FC. Donc, FD. On peut commencer comme on veut. Je vais choisir cet ordre-là juste pour une illustration. FD. On nous a dit, est-ce que la distance de D, elle est supérieure à la distance de 0 plus 1? Oui, l'infini, elle est supérieure à 0 plus 1. Donc, on est en train d'utiliser ça. Est-ce que V de D, elle est supérieure à UD plus le poids? OK? Donc, est-ce que VED, elle est supérieure à UD plus le poids? Oui, l'infini, elle est supérieure à. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? VD est égal à UD plus WD et mettre à jour le parent. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à jour ce sommet D. Par quoi? Par 0 plus 1. Et le parent de D, c'est F. OK? Vous suivez? Oui, monsieur. Allez, très bien. On avance. C'est bon. On va faire maintenant FE. FE. Voilà E. FE. Est-ce que la distance de E, VD de E, elle est supérieure à UD, il y a 0 plus 15? L'infini, elle est supérieure à 0 plus 15. Alors, on va mettre VD est égal à 15, 0 plus 15, et on va dire le parent de E, c'est F. Voilà. On a mis 15 ici et la flèche rouge pour dire que le 15, il vient du parent F. C'est bon? Allez, on va voir la suivante. FC.
F, C. On va utiliser la condition. Est-ce que l'infini, elle est supérieure à 0 plus n? Oui. Donc, on va mettre à jour V de C par 11 et on va dire ce 11-là, il vient de F. Voilà. J'ai mis 11 ici et ce 11-là, le parent de C, il vient de C. Je continue. DA. DA. Voilà. DA. Voilà. Est-ce que l'infini, elle est supérieure à 1 moins 2? Oui. Donc, je vais mettre à jour V de A par moins 1, parce que 1 moins 2, c'est moins 1. Et je vais dire que le parent de A, c'est D. Donc, ce que vous voyez ici. Donc, j'ai mis à jour l'infini à dire par moins 1 et le parent de 1, c'est D. Je continue. DA classe, il faut DC. DC. A. Est-ce que le 11 est supérieur à 1 plus 2? Oui, 11 est supérieur à 3. Donc, je vais mettre à jour ce 11 par 3 et je vais dire maintenant, le parent de C, ce n'est pas F, mais cette fois-ci, c'est D. J'ai enlevé, regardez, j'ai enlevé cet arc-là, parce que lorsqu'on a commencé, on a dit, pour aller à C, de F à C, de F à C, je vais prendre ce chemin-là. Maintenant, j'ai trouvé un autre chemin qui est meilleur. Donc, je vais faire 0, F, D, D, DC. Donc, j'ai mis à jour le 11 par le 3, parce que 1 plus 2, c'est 3. Et j'ai mis à jour le parent de C par D. Je continue. Je vais voir maintenant ED. ED. Voilà, ED. ED, c'est ça. ED. Est-ce que 1 est supérieur à 15 plus 16? Non. Je ne fais rien du tout. Je passe au suivant. Je vais faire CA. CA. Est-ce que moins 1 est supérieur à 3 plus 0? Non. Je passe. BF. BF. Est-ce que 0 est supérieur à l'infini plus 9? Non. Je passe. BE. BF. BE cette fois-ci. BE. Est-ce que 15 est supérieur à l'infini plus 11? Non, je ne fais rien. On va voir BC maintenant. BC. Est-ce que 3 est supérieur à l'infini plus 19? Non, je ne fais rien. AB. De A à B. Regardez. A, B. Est-ce que l'infini est supérieur à moins 1 plus 3? Oui, l'infini est supérieur à moins 1 plus 3. Donc, je vais mettre U, B de D par moins 1 plus 3. Moins 1 plus 3, c'est 2. Et je vais dire que le parent de B, c'est le A. Donc, ce que vous voyez ici. Donc, j'ai mis 2 ici. Et le parent de B, c'est quoi? C'est le A. J'avance. Allez. On a terminé la première itération. Maintenant, on va voir la deuxième itération. Donc, vous voyez ici, it égale à 2. Donc, je recommence. FD. FD. Est-ce que le 1 est supérieur à 0 plus 1? Non, il n'y a rien. FE. FE. Est-ce que 15, elle est supérieure à 0 plus 15? Non. FC. FC. Est-ce que 3 est supérieur à 0 plus 11? Non, je ne fais rien. DA. DA. Est-ce que moins 1 est supérieur strictement à 1 moins 2? Non, je ne fais rien. DC. DC. Est-ce que 3 est supérieur à 1 plus 2? Non, il n'est pas supérieur, il est égal. Je ne fais rien. ED. ED. Est-ce que 1 est supérieur à 15 plus 16? Non, je ne fais rien. Je continue. CA. CA.
Est-ce que moins 1 est supérieur à 3 plus 0? Non. Je passe à la suivante, BF. BF, voilà, BF. Est-ce que 0 est supérieur à 2 plus 9? Non. Je vais voir BE. BE. Est-ce que 15 est supérieur à 2 plus 13, 2 plus 11, il y a 13? Oui. Donc, je vais mettre à jour ce 15-là. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que j'ai trouvé un autre chemin optimal qui va passer de F vers E, pas directement, mais indirectement. Donc, je vais mettre le E, V de E, par quoi? Par 2 plus 11. Et je vais mettre à jour le parent de E. Le parent de E initial, c'était F. Maintenant, le parent mis à jour, c'est le B. Donc, ce que vous voyez ici. Donc, j'ai mis 13 et le parent de E, c'est le B. Je continue. BC. B, C. Est-ce que 3 est supérieur à 2 plus 19? Non, je fais rien du tout. AB. A, B. Est-ce que le 2 est supérieur à 3 moins 1? Non. Et bien sûr, donc j'ai terminé la deuxième itération. Donc, si je vais utiliser la troisième itération, la quatrième itération, la cinquième itération, je vais toujours trouver la même chose. Donc, on a terminé l'algorithme. Donc, c'est ça ce que on s'est arrêté sur ça. Donc, j'ai agrandi juste le graphe. Donc, on a tous les chemins possibles. Maintenant, dans l'algorithme, on avait cette condition, lorsqu'on sort de la boucle, on avait pour chaque arc UV appartenant à U, est-ce que V de D est supérieur à UD plus WD? Retournez à faux. Donc, si on va trouver V.D qui est supérieur à U.D plus à W, donc ça, on a un circuit absorbant. Sinon, il n'y a rien. Regardez, si je prends par exemple celui-là avec celui-là, donc V de D n'est pas supérieur à U de D plus D. Donc c'est bon. Si je prends celui-là, par exemple, avec celui-là, donc le 1, il n'est pas supérieur à 0 plus 1. Si je prends par exemple celui-là avec celui-là, celui-là n'est pas supérieur à celui-là. Donc on va sortir avec un vrai, donc il n'existe pas un circuit absorbant dans ce graphe-là. Donc, aucun circuit absorbant. Chaque VD, il est toujours inférieur ou égal à UD plus WD pour chaque A. Donc, il n'existe pas un circuit absorbant. Donc, le graphe initial, donc, si je vais supprimer les arcs auxquels j'ai pas pris, donc on a dit tout à l'heure, cet algorithme Bellman-Ford nous donne à la fin un arbre. Donc, on a le graphe initial. J'ai enlevé les arcs auxquels je n'ai pas pris. Par exemple, entre C et A, il n'y a pas d'arc. Entre B et C, il n'y a pas d'arc. Maintenant, les chemins optimaux de F vers n'importe quel sommet, vous le voyez ici. Par exemple, on va prendre un cas. Quel est le chemin optimal qui passe de F vers E? Initialement, j'avais un chemin direct de F vers E et son poids était 15. Maintenant, j'ai trouvé un autre chemin qui mène de F vers E et de poids 13. Regardez, 1, moins 2, c'est moins 1, moins 1 plus 3, c'est 2, 2 plus 11, c'est 13. Donc, c'est mieux que 15. La même chose, entre F et C, j'avais un chemin direct de F vers C et son poids, c'était 13. Maintenant, j'ai trouvé un autre chemin qui mène de F vers C. Par contre, j'ai trouvé un chemin qui est meilleur, de poids inférieur. Donc, je passe de F vers D avec un poids 1 et de D vers C de poids 2. Donc, en tout, je vais avoir 3 et ainsi de suite. Là, c'est bon? Donc, voilà, le point de départ, sommet de départ, et tous les arcs, tous les chemins possibles de F vers P et de chemins optimaux. Voilà. J'ai terminé avec cet algorithme. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à un autre algorithme?
C'est un algorithme à appliquer, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'intelligence derrière. Il faut comprendre. Il n'est pas lent, donc juste appliquer le relâchement pour chaque arc qui existe entre deux sommets, c'est tout. C'est bon, on avance? Dites-moi, on n'avance pas, dites-moi. Oui. Oui, monsieur. Très bien. Ah, il y a très bien. Il n'y a pas de personne qui demande ok, très bien. Allez. Ça, c'est un algorithme de même fort. On va voir un deuxième algorithme. Toujours plus court chemin à origine unique. C'est-à-dire, on départ toujours, on commence notre algorithme par un sommet qu'on connaît dès le début. Deuxième algorithme, 10-4A. Donc, c'est un graphe, on va commencer par un graphe pondéré, comme dans tout ce chapitre-là. Dans tout ce chapitre, on va toujours avoir, on a affaire à des graphes pondérés. Représentés par une liste d'adjacence, arc de poids positif ou nul. Ah, dans cet algorithme-là, cet algorithme n'accepte pas les poids négatifs. Et du coup, bien sûr, les circuits. Donc, s'il n'accepte pas les points négatifs, donc il n'accepte bien sûr pas les circuits. Donc, dans cet algorithme, parmi les hypothèses de départ, on ne peut pas utiliser cet algorithme si le graphe possède des poids négatifs. Donc, il faut que les poids soient positifs ou nuls, ou supérieurs, nuls ou supérieurs. Donc, W entre WUD, donc supérieur à OD. Le sous-graphe des prédécesseurs, donc le parent de chaque sommet, les plus courts chemins, est un arbre ayant comme racine l'origine unique, comme le graphe, comme l'algorithme précédent. Et bien sûr, cet algorithme donne les plus courts chemins à origine unique. La même chose, voici l'algorithme, il est très simple aussi, comme l'algorithme précédent. Donc, on a une phase d'initialisation comme le précédent, donc on ne va pas revenir dessus. Et il utilise le même relâchement. Regardez, VD, est-ce que VD est supérieur, etc. Par contre, à l'intérieur, ça va changer un petit peu et il n'y a pas beaucoup de choses il n'y a pas d'intelligence derrière. Donc, 10-4A. Donc, on a en entrée le graphe G avec un sommet de départ S. On a une phase d'initialisation, bien sûr. On va initialiser chaque sommet l'attribut de distance à 1000, plutôt à l'infini, et le parent de chaque sommet à 1000. Bien sûr, la distance du sommet de départ est égale à 0. On va initialiser l'ensemble E à l'infini, à vide, et on va mettre F, l'ensemble F est égal à l'ensemble des sommets. Tant que l'ensemble des sommets est différent de l'ensemble vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire un sommet U de F, bien sûr. On va mettre à jour E par le sommet U. Donc, on va mettre l'ensemble E, on va le mettre à jour par ce qu'on a extrait ici. Et pour chaque sommet V appartenant à l'adjacence de U, c'est-à-dire pour chaque voisin de V, on va faire appel à l'action paramétrée relâchement. C'est tout. Donc, on va prendre un sommet. Pour chaque sommet adjacent à ce sommet-là, on va faire appel à l'action paramétrée relâchement. Très simple. Allez, on va voir un exemple. Donc, vous avez ce graphe-là. Vous voyez, donc, la première remarque, il n'y a pas d'arc de poids négatif, parce que c'est l'hypothèse de cet algorithme. F est égal à l'ensemble des sommets A, B, C, D, E, F, et E est vide jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le sommet, le premier sommet F. Donc, on va commencer par F. Donc, comme vous voyez ici, donc j'ai pris le sommet F, parce que sa distance elle est à 0, c'est le point de départ. On peut prendre n'importe quel sommet de départ. J'ai choisi F, et je peux choisir n'importe quel sommet de départ. Bien sûr, si j'ai un sommet
absorbant, c'est-à-dire tous les sommets rentrent à l'intérieur, je ne peux pas commencer par ce sommet-là, bien sûr. Il faut que je prends un sommet bien choisi. Maintenant, je peux prendre A, je peux prendre D, je peux prendre C. OK? Donc, dans l'algorithme, on nous a dit extraire un sommet, donc, de poids négatif, de poids minimum. Donc, le poids minimum, c'est 0. Donc, on a la distance 0. Donc, je vais extraire F de grand F et je vais le mettre dans. C'est bon. Et maintenant, je vais, pour chaque sommet adjacent à F, voilà ce que vous voyez ici, les sommets adjacents de F, c'est D, C et E. Donc, ce que vous voyez en pointillé. On va utiliser le relâchement. Comme tout à l'heure, est-ce que l'infini est supérieur à 0 plus 1? Oui. Donc, on va mettre l'infini par 0 plus 1. Donc, vous voyez 1 ici. Et le parent de D, c'est F. Donc, ce que vous voyez ici par cette flèche-là. Deuxième voisin. Est-ce que l'infini, elle est supérieure à 0 plus 11? Oui. Donc, mettre à jour V de C par 0 plus 11, c'est 11, comme vous voyez ici. Et le parent de C, c'est F. Donc, ce que vous voyez ici par la flèche bleue. La même chose pour le E. Donc, est-ce que l'infini est supérieur à 0? Oui. Donc, mettre à jour V de E par 0 plus 15, c'est 15, ce que vous voyez ici. Et le parent de E, c'est F. C'est bon, on a terminé par le premier sommet F. On va prendre maintenant un autre sommet, ce qui reste, A, B, C, D, E. On va choisir celui qui a le plus, la distance la plus petite. Quelle est la distance la plus petite? C'est le D. D, il avait la distance 1. Donc, on va commencer par celui-là. OK? Très bien. Quels sont les voisins de D? Donc, ce que vous voyez ici. Les voisins de D, c'est A, et le voisin de D, c'est C. Donc, on va utiliser le relâchement. Est-ce que l'infini est supérieur à 1 plus 2? Oui, donc on va mettre D de A par 3. Et le parent de A, c'est D. La même chose. Est-ce que le 11 est supérieur à 1 plus 2? Oui. Donc on va mettre le 11 par 3. Et le parent de C, c'est D. Donc ce que vous voyez ici. Allez, le suivant, rapidement. Quelle est la distance la plus petite? Donc ça sera le A. Le 3, parce que quels sont les voisins de A? Il a un seul voisin, c'est le B. Est-ce que l'infini est supérieur à 3 plus 3? Oui, donc on va mettre à jour V de B par 6, 3 plus 3, et le parent de B par 1. Ce que vous voyez ici. Le suivant, on va prendre le C. Le C, c'est ses voisins, il y a uniquement le A. Est-ce que le 3 est supérieur à 3 plus 0? Non. Donc, on ne fait rien du tout. Le suivant, on va prendre le B parce qu'il a la plus petite distance. Quels sont les voisins directs de B? C'est le C et le F. On va prendre... Est-ce que 0 est supérieur à 6 plus 9? Non, il n'y a rien de spécial. Est-ce que 15 est supérieur à 6 plus 11? Non, donc on ne fait rien du tout. Il n'y a pas de changement. Le dernier, ça sera bien sûr le E. Il reste un seul sommet qu'on n'a pas encore traité, le E. Quels sont les voisins de E? Il a un seul voisin, c'est le D. Est-ce que le 1 est supérieur à 15 plus 16? Non, donc on a terminé. Et maintenant, on a le graphe suivant avec toutes les distances possibles. Donc, si je vais enlever les chemins que je n'ai pas pris, donc, voilà, on a un point de sommet de départ et les chemins qui vont représenter par ce graphe. On va prendre maintenant, par exemple, un chemin. Est-ce qu'il y a un chemin entre F et B? F et E plutôt. Oui, il y a un chemin direct entre F et E de poids 15. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de meilleur? On va voir.
Par exemple, si on va faire 1 plus 2 c'est 3, 3 plus 3 c'est 6, 6 plus 11 c'est 17. Donc, on ne peut pas trouver quelque chose de meilleur que celui-là. On a un autre chemin, 1 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3. Donc, c'est pas possible. Donc, on a le chemin les plus optimaux entre le sommet de départ F et chaque somme. C'est bon? Donc, on a terminé avec cet algorithme. Il n'est pas difficile, très simple. La seule chose, c'est que avant de commencer avec cet algorithme, il faut vérifier qu'il n'existe pas des arcs de poids négatifs. C'est tout. Est-ce que c'est clair ou l'avancée ou il nous reste une seule notion et on va terminer avec ça. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de... c'est pas difficile, c'est des algorithmes très très simples et très efficaces. Donc, vous êtes en deuxième année, vous pouvez dérouler des algorithmes. On l'a déroulé, regardez, on l'a déroulé. Ok, allez. Je ne vois pas de demande. J'ai reçu la notification, mais je n'ai pas eu de accepter. D'accord, très bien. Allez, on va voir une autre notion et on va terminer cette notion avec cette notion-là. Donc là, c'est bon, on a terminé avec ça. Deuxième partie, le plus court chemin entre toutes paires de sommets. Tout à l'heure, on a fixé un sommet de départ et on voulait voir, on voulait obtenir tous les chemins optimaux qui commencent de ce sommet de départ vers tous les autres sommets. Ça, on l'a vu avec deux algorithmes, Bellman-Ford et Discastra. Maintenant, il y a une autre notion. Quels sont les plus courts chemins entre toutes paires de sommets? Il n'y a pas un point de départ. C'est-à-dire, je veux prendre n'importe quel point de départ, je vais trouver le chemin optimal. Donc, c'est une autre notion. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Parlez avec moi, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Donc, tout à l'heure, on a fixé un point de départ et on voulait voir tous les chemins optimaux qui commencent de ce sommet-là vers tous les autres sommets. Dans cette deuxième partie, on veut avoir, je prends n'importe quel sommet, hop, il va me donner le chemin optimal. C'est ça la différence. Donc, les caractéristiques de cette partie, toujours on a un graphe orienté, pondéré, l'évaluer, chercher les plus courts chemins de n'importe quel sommet vers tous les autres. Donc, ce problème-là peut être résolu en appelant X fois un algorithme de plus court chemin à origine unique. Donc, ce problème-là, on peut utiliser la notion de tout à l'heure, mais on va appeler X fois, c'est-à-dire le nombre de sommets de ce graphe-là, on va utiliser Bellman-Ford ou bien Discastra si tous les poids sont positifs. La plupart des algorithmes de ce chapitre représentent un graphe pondéré par sa matrice d'adjacence. Tout à l'heure, on a utilisé la matrice d'incidence. Et le sous-graphe induit par la ième ligne de la matrice P sera un arbre de plus court chemin. Hey, quelques caractéristiques. Donc, les sommets du graphe G sont numérotés. Par convention, on va numéroter les sommets de 1 jusqu'à X, c'est-à-dire le nombre de sommets de ce graphe. Les arcs de poids négatifs sont autorisés. Donc, on peut avoir des poids négatifs. G ne contient aucun circuit absorbant. Donc, si on a un circuit absorbant, donc cet algorithme, les algorithmes ne fonctionnent pas. On a une matrice de poids, W de taille n fois n. Donc, W, chaque composante de cette matrice-là, WIJ, est égale à 0 si I est égal à J. Donc, la distance d'un sommet à lui-même, c'est toujours 0.
WIJ est égal au poids de l'arc IJ, CI différent de J, et IJ appartient à A, c'est-à-dire il existe l'arc entre IJ, il appartient au graphe. Sinon, WIJ est égal à l'infini, CI différent de J, et IJ n'appartient pas, cet arc-là n'existe pas dans le graphe. On a une matrice de précédence, c'est-à-dire les parents de chaque sommet. Donc, chaque composant WIJ est égal à nil, CI est égal à J. Donc, CI est égal à J, donc il n'y a pas de parents. Le sommet est égal à lui-même, aucun chemin de I vers J. Et PIJ est égal au prédécesseur de J sur un plus court chemin issu de I. La sortie, qu'est-ce qu'on aura? Une matrice D où chaque composant DIJ est le poids d'un plus court chemin reliant le sommet I au sommet J. Allez. On va voir un algorithme très très simple aussi, Floyd-Warshall. Donc, cet algorithme, regardez, il a une matrice de poids, W, matrice de poids au départ, bien sûr, le graphe, bien sûr. La distance, matrice de distance, D de 0 est égale au premier cas. Au premier cas, c'est égal à W. OK? D, au début, initialement, elle est égale aux matrices de poids. Pour K allant de 1 à N, N c'est le nombre de sommets, bien sûr, on va mettre la nouvelle matrice D de K, c'est-à-dire D de 1, est égale aux éléments DIJ de K, c'est-à-dire l'ancienne, donc D de 1, une nouvelle matrice. Comment on va la remplir? Très simplement, pour I allant de 1 à N, pour J allant de 1 à N, on veut mettre à jour cette matrice DK, c'est-à-dire D de 1. Parce que D de 0, elle est déjà définie par la matrice des poids. Maintenant, D de 1, maintenant, comment on va remplir ces D de IJ de 1? Donc, pour I allant de 1 à N, pour J allant de 1 à N, D de IJ de 1 est égal à la distance entre IJ à la phase précédente. La phase précédente, c'est 0. Le 4 égale à 1, on a fait 1 autre. 4 égale à 1 est égal au minimum entre D de IJ de K-1 et D de IK, c'est-à-dire I de 1, parce qu'on a fait 1, c'est à la phase précédente, plus D de KJ à la phase précédente. C'est tout. En bas, ça c'est pour le remplissage de D. Maintenant pour les parents. Si la distance entre IJ de la phase précédente, elle est inférieure à la distance de IK à la phase précédente, plus D de KJ à la phase précédente, alors le parent entre IJ, K est égal à l'ancien parent. Il n'y a aucun changement. Sinon, P de K, IJK de K, de nouveau, est égal P de KJ, Dina IJ, KJ de K-1. Et à la fin, retourner D. Très très simple. Donc, répétons. Donc, on va initialiser la point de départ, c'est-à-dire la matrice de sortie des poids de le 0 à il mettait le K est égal à 0 par le poids de chaque matrice et de chaque sommet, chaque arc. Pour K allant de 1 à N, on va fixer K égal à 1 au début, on va K égal à 2, K égal à 3, etc. On va chercher une nouvelle matrice D1, K égal à 1, et on va remplir cette matrice-là. Avec quoi? Avec ces deux boucles-là, Pour I allant de 1 à N, pour J allant de 1 à N, D de 1
1, par exemple, est égal au minimum de D0 entre 1, 1 et D de 0 entre 1, 1 plus D de 0 entre 1 et 1. هذا ما كان. On va dire J est égal à 2, J est égal à 3, J est égal à 4. Je remplis ligne par ligne, et c'est bon. Et bien sûr, je mets à jour aussi la matrice des poids. La matrice des poids, celle-là. P et IAD. Par cette condition, si D de IJ de la phase précédente, elle est inférieure D de IK, c'est-à-dire on va passer de I à J en passant par K de la phase précédente, plus D de KJ de la phase précédente, alors on va prendre l'ancien. Il n'y a pas de changement. Sinon, elle est supérieure strictement, c'est-à-dire la distance entre IJ de la phase précédente, elle est supérieure à la distance de la phase précédente entre IK et KJ, alors on va prendre PIJ de la phase K, C de KJ. C'est tout. À la fin, retournez dessus. Remarque, le sous-graphe induit par chaque ligne de la matrice P est un arbre ayant pour racine le sommet. Voilà, on va prendre un exemple très simple. Donc, D0, c'était quoi? On a c'est W. D0, c'est W. Donc, vous voyez, entre Naya, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Les sommets sont numérotés. Donc, de 1 à 2, c'est 3. Donc, de 1 à 1, il n'y a pas, c'est 0. On a bilette, chaque sommet vers lui-même, c'est 0. De 1 à 2, qu'il y a 3. De 1 à 3, qu'il y a 8. De 1 à 4, ma 15. Regardez, de 1 à 4, il n'y a pas de lien. Donc, on va le mettre infini. De 1 à 5, qu'il y a un lien de 1 à 5 qui est égal à moins 4. Et ainsi de suite. P0, oui. Moi, je t'aime qui part contre la matrice, s'il vous plaît. J'ai pas rempli la matrice, c'est donné directement. Allez. Le sommet 1 vers lui-même, la distance entre 1 et lui-même, c'est 0. Regardez, sur la diagonale, sur chaque sommet, la distance TAO est égale à 0. En bas là. Entre 1 et 2, c'est 3. Entre 1 et le sommet 2, le poids c'est 3. Entre 1 et 3, il y a un sommet entre 1 et 3. 2, valeur 8. Entre 1 et 4, il n'y a pas d'arc. Regardez, 1 et 4, il n'y a pas d'arc. Il y a un arc entrant dans 1. Il part de 4 à 1. Il n'y a pas d'arc qui part de 1 à 1. Donc, il sera représenté par l'infini. De 1 à 5, il y a un arc, donc ça sera représenté par moins 4. Et ainsi de suite pour les autres. Regardez. De 1, il n'y a pas un sommet qui part de 2 à 1. Donc, c'est l'infini. De 2 vers 2, c'est 0. De 2 vers 3, il n'y a pas de 2 vers 3. Donc, c'est l'infini. Et ainsi de suite. Merci. Merci. Les parents, regardez, le parent de 1, c'est l'île, il n'a pas de parent. Le parent de 2, c'est 1. Le parent de 3, c'est 2. C'est 1 plutôt. Le parent de 3, c'est 1. Le parent de 4, main douche, c'est l'île. 4 main douche. OK? Et ainsi de suite. Monsieur, pour le parent de 3, il a deux parents, le 1 et le 4. Et on va prendre un seul, le premier. Ah, oui. Le premier par ordre de définition des poids. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, on va numéroter le sommet du premier vers le dernier. Là? Donc, le 3, il a, votre camarade a fait une bonne remarque, 3, il a 1, il a le 4, on va prendre le premier. Le premier, voilà. C'est pour ça qu'on a mis le 1. Et ainsi de suite. Donc, on va utiliser l'algorithme pour remplir D1 et P1 avec ça. Très simple, on fait à dire. On va prendre le minimum, le K est égal à 1, plus K moins 1, ça sera toujours 0. Qui nous fait 2, K est égal à 2, on va utiliser le 1. Qui nous fait 3, on va utiliser le 2 et ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, regardez, on a cherché, prouver D1, K est égal à 1, et le parent de chaque sommet est égal à 1, bien sûr, K est égal à 1.
Deuxième itération, k est égal à 2. On remplit la matrice avec ça, rien de spécial. Les parents, avec les relâchements, bien sûr, ça va changer. Et regardez, par exemple, ici, on avait nil ici. Maintenant, on a 2 ici, ainsi de suite. Ici, on avait un nil, donc ici, on a un 2. On va passer à D3, la même chose, P3. D4, k est égal à 4. Et P4 pour les parents de chaque sommet est égal à 4. D5 et P5. Classe. Puisqu'on a 5 sommets, on va terminer à D5 et P5 à la fin. Donc, avec D5 et P5. Donc, si je vais prendre maintenant, je prends notre billet. On a le prédécesseur de J sur un plus court chemin issu de E. On a dit aussi laquelle elle dit, le sous-graphe indiqué par la ième ligne de la matrice P sera un arbre de plus court chemin ayant pour racine I. Donc, à chaque ligne maintenant trouvée dans la matrice P, donc les poids les plus optimaux ils sont là. Donc, si je prends maintenant la première ligne, donc, et la première ligne des parents. Donc, le sommet 1 n'a pas de parents. Le sommet 2, il a le parent 3. Regardez, le sommet 2, il a le parent 3. Le sommet 3, il a le parent 4. Le sommet 3, il a le parent 4. Le sommet 4, il a le parent 5. Le sommet 4, il a le parent 5. Le sommet 5, il a le parent 1. Maintenant, on va relier, bien sûr, on va prendre les poids. Regardez, moins 4, 6, moins 5, ce qu'on a trouvé ici, bien sûr. Et, donc, on a 4, où j'ai trouvé 4, 6, voilà. Moins 4, moins 6, moins 5 et 4. Regardez, le chemin optimal, si je prends départ de 1, les chemins optimaux qui passent de 1 vers n'importe quel sommet sont les suivants. Donc, de 1 à 5, c'est 4. De 1 à 4, donc je vais passer par le 5, ça sera le poids moins 4 plus 6, c'est 2. De 1 à 3, il faut que je passe par 5, 4 et 3. Donc, moins 4 plus 6 et moins 5. Et de 1 à 2, il faut que je passe par 5, 4, 3. Allez, on va prendre la deuxième ligne. On a un arbre. Maintenant, si je prends le point de départ de la deuxième ligne, Monsieur, ça coupe. Et tu coupes pas. Monsieur, on a un peu le partage. Deuxième ligne qui est... Non? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur, Le partage. Voilà. Je partage. Non, monsieur. Ça y est, madame, ça y est. Ça y est. Non, ça y est, monsieur, ça y est, il est revenu. Voilà. Donc, la première ligne, c'est bon. On a dit que la première ligne représente tous les chemins optimaux qui passent, le point de départ, c'est le sommet 1 et vers les autres. On va prendre la deuxième ligne. La deuxième ligne, regardez. Deuxième ligne, le sommet 2, c'est le point de départ. Donc, le sommet 1, il a le parent 4. Sommet 1, il a le parent 4. Le sommet 2, il n'a pas de parent parce que on va commencer. C'est un arbre, c'est à la racine. Sommet 3, il a le parent 4. Sommet 3, il a le parent 4. Sommet 4, il a le parent 2. Et le sommet 5, il a le parent 1. Et on va prendre les poids. Donc, le poids, les chemins optimaux qui démarrent de 2 vers n'importe quel sommet, ils sont les suivants. Donc, si je veux aller vers 3, en commençant par le 2, donc je vais faire 2, 4, 3. Si je veux aller vers 5, je vais faire 2, 4, 1, 5, et ainsi de suite. La troisième ligne, ça sera la même chose. La quatrième ligne, ça sera la même chose. Et la cinquième ligne, ça sera la dernière. On va prendre la dernière, par exemple. Donc, le sommet 1, il a
le parent terreau 4, sommet 1, il a le parent 4, sommet 2, il a le parent 3, sommet 2, il a le parent 3, sommet 3, il a le parent 4, sommet 4, il a le parent 5, et sommet 5, c'est la racine, il n'a pas de parent. Donc, les chemins optimaux qui démarrent de 5, du sommet 5 vers n'importe quel sommet, sont les suivants avec le poids suivant. Donc, si je veux aller vers le 2, je commence par le 5, je vais faire 5, 4, 3, 2. Et le poids de ce chemin, c'est 6 moins 5, c'est 1. 1 plus 4, c'est 5. Si je vais aller vers le sommet 2 en commençant par le 5, je vais faire 5, 4, 2. 5, 4, 5, 4 et 1. Et le poids, c'est 8. Et c'est terminé. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. j'ai pas compris la matrice D qui fait un maintenant. D, voilà. D, on applique en Hadlagoy, regardez. D, n'importe quelle somme. Je ne voulais pas donner un exemple d'application parce que c'est rien du tout. Regardez. Allez, on va prendre un exemple. Allez, regarde. D0, c'est les poids du graphe initial. Pour k allant de 1 à n, on va prendre k est égal à 1. On va remplir la matrice D de 1. D de 1, il y a Hadiya. Ok. Maintenant, pour i allant de 1 à n, pour j allant de 1, donc pour chaque ligne, pour chaque colonne. Donc, D de 1, 1. C'est-à-dire, je vais commencer du sommet 1 au sommet 1. On va commencer par, bien sûr, k égale à 1. On va chercher le minimum de la distance liée à D0. Parce qu'on est en train d'utiliser K-1. Le k égale à 1. Donc, on va chercher, nous avons la matrice هذه نشوفوا D de 1 نتاعها ونزيد نشوف ثاني D de 1 à 1 parce que k est égal à 1 نزيد له D de 1 vers G parce que c'est égal à 1 tu as la distance, tu as la matrice suivante نكومباري بيناتهم est-ce que هذه أصغر من هذه خلاص إذا هذه أصغر من هذه نحطها هنا إذا la somme هذه أصغر نحطها هنا. C'est bon pour la distance, monsieur? D'accord, oui, monsieur. On بعد كيف pour la matrice ça des parents هذه P grand P1 راح نستعمل هذه راح نشوف la distance est-ce que la distance تاع 1 I est égal à 1 ou J est égal à 1 تاع le K-1 اللي هي la distance تاعي هنايا تاع l'itération K est égal à 0 la phase d'initialisation est-ce qu'elle est inférieure à D de 0 de 1 vers 1 plus D de 0 de 1 vers 1. لقيناها هذه inférieure هذه. Le P entre 1 1 est égal au P pi de 1 1 car la phase à 0. Sinon, on va prendre le P de 1 1 car K est égal à 1 est égal le P تاع نروح نجيبوه تاع K 1 1 تاع K est égal à 0. Avancer, d'avancer. Supposons un dit K est égal à 4. Hey, هنايا D2 K est égal à 4. Nous allons dire entre 1 et 5. Hey, nous allons dire I est égal à 1, I est égal à 1, I est égal à 1 ou J est égal à 5. Là, sur le K, on est égal à 5. نجو لهنايا نحوسوا المينيموم تاع واش دي دو 1 5 دي دو 1 5 تاع 4 la matrice 4 تاعنا l'élément تاع la matrice 4 entre 1 et 5 ونزيد نروح نشوف entre d de 1 5 2 4 أثناء نكتبوها كذا هذه صح نكتبوها هكذا في الجهة تاعها donc نحبسوا نديروا un quart d'heure de repos et on va commencer parce qu'on a terminé خلاص غلقت ها
ولا كاك صايم يا اخي داني جو تاع من بعد لا تبع معي نديو زعما نديو un cas, allez, dire au 4 à égal, par exemple, on est sur l'itération numéro 4, 4 égale à 4, خدنا هنايا صح supposons أن الإي تاعنا est égal 3 نديو n'importe quoi J est égal 2 troisième ligne deuxième colonne صح واش ندير لازم هنا الاخر صح نديرو I D IJ I est égal à 3 I est égal à 3 je suis en train de chercher 3 2 est égal à quoi هيا نديرها هكذا الكاس سي با لا بين نحطو لها الكا باينه رانا في الكاس ياك الكا في الكاس P de 3 2 est égal à quoi نحطو est égal le minimum de quoi نحطو D تاع 3 2 mais cette fois-ci راح نديرو الكا تاعو تاع 3 الكا تاعو تاع 3 فيرغول نشوفوا دوكا دي تاع اي كا اي تيغال 3 الكا شحال تساوي 4 راح نشوفوا تاع 4 ليتيراسيون 3 ليتيراسيون 3 plus AJ K 4 K 2 de la phase 3 هاي شوفوا المينيموم تاع هادية بليس هادية خلاص سي بون نديو له مينيموم إلا كانت هادي مينيموم راح ندي هادية عندي في لونسيان ماتريس سينون إلا كانت لا سوم هادية انفيريور خلاص ندير لا سوم ندير دي 3 2 تيغال هاد لا سوم وبي كيف سي بون مسيو il pose la question Oui, monsieur. Ah, il n'y a rien de spécial. On applique bêtement, on a juste une chose, classe, D de 0 est égal à la somme des poids, D de 1, on parcourt les lignes et les colonnes avec ces deux formules. D de KJ, minimum ou le P, il est inférieur à le P est égal le P تاع قديمه sinon نحطوا دوكا le P تاع كاجي ماشي تاع اي جي اذا كانت supérieur secteur هذا ما كان سي tout خلاص donc moi j'ai terminé avec le cours on a rajouté un petit peu on a allongé les choses parce que je ne voulais pas arrêter enfin pour terminer ce chapitre Monsieur, si vous l'avez oui ندخلوا دوكا نبداو التيدي خير باش نكملوا بكري et ça me pas tout le monde qui est avec votre avis. Au moins de 5 minutes à 10 minutes, au moins. نورمال ما عندهمش بروبليم دير 5 minutes ندير 5 minutes راهي شوف راهي الزوج راهي 3 و5 نبداو. اسكو تو الموند Oui, monsieur. ها هي 3 و5 نبداو يا تري بيان. D'accord, monsieur. هيا صح.